Alors pour commencer, je vous propose de vous présenter ainsi que votre collègue John Cultio avec lequel vous avez dirigé cet ouvrage. Oui, alors je m'appelle Pascal Fugier, je suis maître de conférence en sciences de l'éducation à l'Université de Cergy-Pontoise. Je suis membre du laboratoire EMA, École, Mutation, Apprentissage. Je suis sociologue de formation, mais j'ai aussi une formation spécifique en psychosociologie clinique. Et j'ai donc co-dirigé cet ouvrage avec mon collègue John Cultio, qui est lui aussi sociologue. Il est chercheur au CRIDIS. Le CRIDIS, c'est le Centre de recherche interdisciplinaire, démocratie, institutions et subjectivité à l'Université catholique de Louvain-la-Neuve en Belgique. John Cultio est aussi directeur scientifique d'Orchis. Orchis, c'est un organisme de recherche et de recherche-action sur les organisations, les innovations et changements. John Cultio est aussi chargé de cours à l'université de Namur. Et alors nous sommes tous les deux membres du conseil du CA du RISC. Le RISC, c'est le réseau international de sociologie clinique qui est actuellement présidé par Vincent de Goljac. Nous nous inscrivons notamment dans l'approche qu'a développée de Goljac, qui est la sociologie clinique, qui constitue une approche clinique en sens social, interdisciplinaire et qui est très engagée dans des recherches à caractère participatif. Merci beaucoup pour cette présentation. Est-ce que vous pouvez nous préciser quelles sont les circonstances de rédaction de cet ouvrage et quels en sont les différents contributeurs? Alors en fait cet ouvrage il est issu d'un travail collectif qui a été initié en 2013. L'Association française de sociologie, l'AFS, a organisé à Nantes un congrès sur la thématique des dominations. Et en fait, dans cet ouvrage se réunissent plusieurs contributions de personnes qui ont communiqué dans ce congrès, dans le réseau thématique sociologie clinique. Donc il s'agit parmi ces contributeurs, il s'agit en l'occurrence notamment de Julie Bourrocher. Julie Bourrocher, elle est docteure en sociologie, c'est une psychosociologue consultante en risques psychosociaux. Parmi les autres contributeurs, nous avons aussi Marc Glady, qui est maître de conférence en sociologie à l'université de Paris-Dauphine. Nous avons aussi Harmonie Gline Demarais, qui est docteur en sciences économiques et de gestion. Elle est chercheur affiliée au CERIAS et au CRIDIS, tout comme John Cultio. Nous avons aussi une contribution de Véronique Canan-Gissé, qui est maître de conférence en sciences de l'éducation à l'université Jules Verne d'Amiens. Nous avons une contribution de Muriel Montagu, qui est sociologue et psychosociologue clinicienne. Nous avons aussi Gilles Ravenot, qui est maître de conférence en anthropologie à l'université de Paris-Ouest Nanterre-La Défense, ainsi qu'une contribution d'Elsa Tuffa, qui est docteur en sociologie, psychosociologue clinicienne. Alors cet ouvrage réunit aussi deux autres contributions inédites de personnes qui n'avaient pas contribué lors du congrès. Il s'agit en l'occurrence de Pierre Roche, qui est sociologue clinicien. Et puis John Cultio et moi-même avons aussi rédigé spécifiquement pour cet ouvrage un chapitre inédit. Alors sur l'ouvrage lui-même, quelles sont les questions centrales qui parcourent le livre? Alors c'est un ouvrage dont l'objectif est de mettre en lumière les concepts, les méthodologies, les dispositifs de recherche mobilisés par les tenants d'une approche clinique en sens social et comment ils apportent une connaissance des processus de domination et d'émancipation. Alors il s'agit de s'interroger notamment en quoi ce type d'approche donne accès à certaines dimensions, des modalités particulières des processus d'assujettissement contemporain. Ou encore en quoi ce type d'approche est capable de saisir, d'accompagner, voire même d'encourager des postures de résistance face à l'expérience de la domination. Par ailleurs, il s'agit de mettre en évidence quel regard spécifique les tenants d'une approche clinique en sens social portent sur les phénomènes de domination et d'émancipation, notamment relativement à d'autres approches et en particulier la sociologie. Alors justement, en quoi les dispositifs de recherche et d'intervention clinique se distinguent selon vous de ceux proposés par d'autres approches sociologiques? Eh bien, outre l'interdisciplinarité des tenants de cette approche clinique en sens social, les différents contributeurs de cet ouvrage se réunissent tous dans le refus d'opposer les déterminismes, qu'ils soient sociaux ou psychiques, et de l'autre côté, la liberté des acteurs. Il s'agit plutôt d'étudier leur relation d'interdépendance entre déterminisme et liberté.
En effet, si le sujet peut reconnaître et se dégager de certaines forces contraignantes, ce n'est pas bien qu'il soit assujetti, mais parce qu'il est assujetti à des contraintes qui s'avèrent multiples, contradictoires, plurielles, qui ne poussent pas forcément toutes dans le même sens. Et à partir de là, ça laisse au sujet une certaine marge de manœuvre du jeu entre ces contraintes, avec ces contraintes. De même, il s'agit de dépasser le clivage qui est souvent opéré par les sociologues entre dominé d'un côté et dominant de l'autre, domination et émancipation. Pour y préférer une approche plus dialectique. Une approche plus dialectique qui va essayer de saisir des phénomènes de résistance, là où il est plutôt convenu de voir que de la domination, et réciproquement. Autrement dit, selon nous, toute forme de domination suscite des résistances, et réciproquement, toute forme de résistance comporte une dimension de contrainte ou assujettissante. Ainsi, par exemple, dans son chapitre, Pierre Roche rend compte des résistances ordinaires au travail, dont font preuve les salariés, des ouvriers, des CPE dans un lycée ou encore des travailleurs sociaux. Des résistances à travers qui prennent la forme de pratiques de contournement, des actes de retrait, des ruses, des feintes, par lesquels ils parviennent à sortir d'une certaine passivité, par lesquels ils vont essayer de faire reculer ce que Pierre Roche appelle leur passion triste, comme par exemple la colère, comme par exemple la souffrance ou encore leur peur. Des passions tristes qui tendent à réduire leur puissance d'agir. Un autre exemple, c'est le chapitre de Marc Glady. Marc Glady, il propose une étude des discours produits dans les dispositifs d'accompagnement du retour à l'emploi. Il revient notamment sur un entretien qu'il a mené auprès d'un cadre qui travaille dans une industrie pharmaceutique. Et ce cadre a accepté un départ accompagné par un cabinet d'outplacement, un cabinet de reclassement professionnel. Alors tout indique, quand on étudie son entretien, tout indique de prime abord que cette personne est soumise à l'idéologie dominante qui invite chacun à se considérer comme l'entrepreneur de soi-même, qui invite chacun à accepter comme étant naturel, normal, de se vendre, d'être challengé par les nouvelles règles du marché du travail. Mais Marc Glady, il nous montre aussi comment ce même cadre, va parvenir à mettre à distance et aussi à se mettre à distance de ce qu'on pourrait appeler l'idéologie du reclassement professionnel. Quand ce cadre soutient que, contrairement à leur dénomination, les cabinets d'outplacement ne placent pas. Autre exemple, en s'intéressant à l'expérience de la torture, Muriel Montagu emprunte ici un terrain qui semble plus que jamais se prêter à une lecture déterministe des formes de domination. La torture se présente avant tout comme une expérience qui est un anéantissement existentiel, une quête d'une désubjectivation radicale à l'issue de laquelle la personne torturée, aliénée, se perçoit comme un objet qui n'appartient même plus à la commune humanité. Or, justement, à travers le discours, l'analyse de Muriel Montagu, elle va nous inviter à arpenter un autre chemin. Il s'agit d'entrevoir la possibilité de dégagement, alors certes partiel, fragile, de l'emprise du système torturant. Ce mouvement de dégagement s'opère dans l'après-coup, après l'expérience de la torture, avec notamment l'appui d'un clinicien comme Muriel Montagu, qui lui permet notamment de considérer ces troubles, que ce soit dans le rapport à soi, le rapport à l'autre, le rapport au monde, comme des réactions normales à une situation qui, elle, est anormale. Ainsi, si le sociologue clinicien ne pourra malheureusement et évidemment jamais changer l'histoire de la personne torturée, il peut l'aider par contre à changer le rapport que cette personne entretient avec son histoire traumatisante. Alors ceci dit, malheureusement, la domination peut aussi emprunter le masque de la liberté. Et elle peut d'autant plus exercer alors ses effets d'assujettissement qu'elle est méconnue par les personnes qui la subissent. Les psychosociologues cliniciens rejoignent ici les tenants d'une sociologie critique dans l'intention de dévoiler de tels mécanismes de domination. Alors pouvez-vous nous donner quelques exemples dans lesquels, selon certains contributeurs de votre livre, la liberté se retourne en domination ?
Alors une telle attention critique est par exemple au cœur du texte d'Harmonie Gline de Marais. Elle démontre comment des dispositifs managériaux, supposés participatifs, à l'intention des guichetiers de la Poste et aussi à l'attention des consultants en intérim, en l'occurrence en Belgique, constituent en fait des instruments de domination qui participent au détournement, retournement de l'émancipation en domination. Il y a aussi le texte de Gilles Ravenot. Gilles Ravenot, lui, il s'est intéressé aux dérives d'une une culture psychologique, individualiste, qui constitue la grille de lecture prédominante du travail social, et notamment en France. Concernant son administration, son management, ses dispositifs, comme les réunions de synthèse ou l'analyse des pratiques, ou encore la relation bénéficiaire. L'auteur révèle un paradoxe. Le paradoxe, puisque si cette culture psychologique se veut centrée sur l'individu, sur son désir d'épanouissement, et si elle vise à favoriser le travail sur soi, l'indépendance personnelle, eh bien elle s'impose, cette culture, sous la forme d'injonctions qui gouvernent les conduites et détournent les professionnels et usagers des causes organisationnelles, culturelles ou encore socio-historiques de leur mal-être et des difficultés qu'ils rencontrent. Ce qui les prive de la possibilité de s'en dégager et d'en saisir d'une façon moins tronquée les significations. Au final, quoi retenir de la façon dont les chercheurs cliniciens qui ont contribué à cet ouvrage font face à la domination? Alors, je dirais qu'on peut résumer notre propos en soutenant que les contributions de cet ouvrage tendent à articuler 3 postures de recherche face aux situations de domination. Tout d'abord, une posture compréhensive. Une posture compréhensive à travers laquelle on tâche de saisir les ressorts psychiques et mécanismes sociaux à l'œuvre, appréhendés à partir de l'expérience vécue de la personne, comme par exemple l'expérience vécue de la torture. Ensuite, une posture critique de dévoilement, voire de dénonciation, quand par exemple le clinicien révèle comment l'idéologie managériale, en tant que novlangue, empêche l'expression du mal-être au travail. Et enfin, une posture maïeutique d'intervenant, à travers laquelle on va accompagner, on va essayer de se mettre aux côtés de la personne, dans une perspective de dépassement de ces situations de domination. Ainsi, et pour conclure, je dirais que le travail clinique du psychologue ou du psychosociologue clinicien, tel qu'on en a notamment dans cet ouvrage, il constitue un travail d'accompagnement du sujet, dans la reconnaissance de ce qui tend à le déterminer, à le contraindre. L'aider à mieux saisir ses contraintes lui permet de mieux s'en saisir et de, relativement, s'en dégager.